Que je me présente moi ou que je présente l'association? Les deux. Les deux, ouais. Ouais, ok. C'est quoi cette société qui fabrique de la délinquance masculine? Ça, c'est vraiment un problème d'éducation et de référence. La violence conjugale, c'est pas un fait isolé. C'est les femmes qui font changer les choses dans une société. Le passage à la violence physique se fait souvent au moment de la première grossesse. Quand elles arrivent, la première chose qu'on leur dit, c'est on vous croit, on ne vous juge pas. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je suis Anne Josselot. Je suis directrice donc, de l'association Solidarité Femmes 21 depuis 15 ans maintenant. C'est une association donc, qui existe depuis 40 ans à Dijon, dont l'objet est la lutte contre les violences faites aux femmes. Et donc, qui vient en aide aux femmes victimes de violences, très majoritairement violences conjugales. On reçoit des femmes à toutes les étapes de la violence, c'est-à-dire avant de sortir des violences, au moment de la sortie des violences ou après la sortie des violences. On a des femmes de tous les âges, des femmes de tous les horizons, de toutes les catégories socio-professionnelles, de toutes les cultures, de tout. C'est vraiment une problématique de société, c'est pas du tout une problématique sociale. Elles viennent parce que parfois elles veulent que la violence s'arrête, mais elles ne savent pas comment faire. Elles voudraient avoir la paix, elles voudraient plus qu'il y ait de violence. Mais elles ne sont pas forcément prêtes à se séparer, elles ne sont pas prêtes à déposer plainte, elles ne sont pas prêtes à tout ça. Nous, on met des mots, et on éclaire, on met des mots sur ce qu'elles sont en train de vivre pour qu'elles aient conscience de ce qu'elles sont en train de vivre, parce que les 3/4 du temps, elles minimisent beaucoup. Elles n'identifient pas toujours ce que c'est de la violence ou ce qui n'est pas de la violence, parce qu'au bout d'un moment, tout est perturbé. La violence, ça vient vraiment perturber au niveau des repères. Et donc, nous, on va remettre les repères aux bons endroits. On va remettre les bons cliquets. Si, ça, c'est de la violence. Dans le conflit, on a 2 personnes qui sont relativement à égalité. Ça peut monter, hein. Il peut y avoir des noms d'oiseaux, il peut y avoir des cris, il peut y avoir des grands gestes. Mais à la fin, une fois que c'est terminé, chacun repart et n'est pas atteint dans sa personne, dans sa dignité. Et surtout, le conflit est autorisé par la loi. La violence, en général, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on en a un qui prend le dessus et c'est toujours le même qui finit par avoir raison, c'est toujours le même qui contrôle, c'est toujours le même qui est dominant. Et l'autre, à chaque fois, se tasse un peu plus. Et surtout, la violence est interdite par la loi. On n'a pas le droit, aucun être humain n'a le droit d'user de violence sur un autre être humain, ni sur un animal d'ailleurs. Mais voilà, la violence est interdite. Et ça, voilà, c'est 2 différences qui sont fondamentales. Quand on dit « Oh là là, il a perdu le contrôle de lui, il a pété les plombs, etc. » Mais dans la violence conjugale, c'est tout le contraire, c'est une prise de pouvoir. C'est pas une perte, c'est une prise de pouvoir. On prend le contrôle sur l'autre. En général, c'est pour se rassurer à l'intérieur. Hein. C'est parce qu'ils sont complètement flippés, qu'ils ne savent pas comment faire. Alors, pour se rassurer, qu'est-ce qu'on fait quand on est inquiet, quand on est machin, etc. On verrouille. Voilà, et on se rassure comme on peut. Et donc, de contrôler l'autre, ça nous rassure. Plutôt que d'avoir à discuter, d'avoir à assumer ses propres peurs, voilà, on interdit à l'autre, on contrôle, et puis comme ça, voilà, on est à peu près tranquille. Ça, c'est une façon. Après, il y a plein d'autres modèles, j'ai envie de dire. Hein. Enfin, voilà, d'autres modélisations, en tout cas. Hein, on entend parler des pervers narcissiques. Le pervers narcissique, il n'y en a pas tant que ça, des pervers narcissiques. On n'entend parler que de ça maintenant. Hein. Je veux dire, bon, c'est une vaste connerie. Hein. Enfin, je veux dire, voilà. Et ça existe, il y en a. Mais tous les hommes violents ne sont pas pervers narcissiques. Loin de là. Très loin de là. Il y a les brutes épaisses, il y a ceux qui reproduisent un peu de façon mécanique ce qu'ils ont vécu chez eux, c'est-à-dire ils ont toujours vu leur père massacrer leur mère, ou en tout cas mal lui parler, ou etc. Ouais, du coup, c'est comme ça qu'ils ont grandi, c'est comme ça qu'on fait, et puis ils n'ont pas réfléchi plus de 5 minutes, donc de toute façon, voilà, ça se passe comme ça, c'est des brutes épaisses. Enfin, moi je les appelle comme ça. Et ceux-là, ils n'ont rien d'un pervers narcissique, mais rien du tout, par exemple.
Hein. Faut se sortir de l'idée qu'il n'y a qu'un modèle d'homme violent et il n'y a qu'un modèle de victime de violence. Ça, c'est très faux. Hein. La violence, ça appartient pas au monde masculin. Même si c'est beaucoup plus développé dans le monde masculin que dans le monde féminin. Ou c'est pas les mêmes types de violences. Voilà. Mais 95% des victimes de violences conjugales sont des femmes. La Convention d'Istanbul dit très bien les choses, c'est-à-dire que c'est un problème de société qui est répandu dans le monde entier et c'est une inégalité structurelle entre les hommes et les femmes, voilà, une inégalité de genre qui perdure. Voilà. Il peut y avoir aussi de la violence conjugale dans des couples homosexuels. Donc voilà. Et pour autant, le modèle patriarcal peut être reproduit également. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un dominant et un dominé. Et c'est toujours le même qui est dominant et toujours le même qui est dominé, hein, dans ces cas-là. Se séparer de quelque chose ou de quelqu'un dont on est dépendant, eh ben, c'est pas si simple. Voilà. Après, il y a le regard de la société, il y a le regard des parents. Il y a une énorme pression familiale en général. Non mais c'est le père de tes enfants, tu vas priver les enfants de leur père. C'est ça que les femmes entendent. Hein. Et quand elles ne l'entendent pas, elles se le disent elles-mêmes. Il y a des moments où il faut qu'elles arrivent à changer un peu leur regard et comprendre que finalement les enfants c'est des prétextes. Souvent. Pas tout le temps, mais souvent les enfants sont des prétextes. Et puis d'ailleurs, une fois que la séparation a eu lieu, les enfants sont très souvent le vecteur de la violence. C'est-à-dire que les enfants sont utilisés pour contrôler la mère, savoir ce qu'elle fait, est-ce qu'elle a des nouveaux amis, est-ce qu'elle a un nouveau copain. Il y a même des pères qui demandent à leurs enfants de filmer leur mère pendant qu'ils sont en week-end ou je sais pas quoi, pour contrôler, etc., etc. Enfin, il y a des choses ça va très très loin. Les enfants sont toujours, enfin, ils sont toujours impactés, ils sont toujours des co-victimes. Un enfant qui voit un de ses parents se faire maltraiter, se faire humilier, se faire dénigrer en permanence, c'est forcément une violence qu'on lui fait à lui. Plus l'enfant est petit et plus l'impact de la violence sur sa mère va être grande. Et même quand il est déjà dans le ventre de la mère et qu'il y a de la violence, parce que c'est aussi un des moments... c'est un moment important pour le passage à l'acte, pour les passages à l'acte, le moment de la grossesse. Ça déclenche la violence physique. Le passage à la violence physique se fait souvent au moment de la première grossesse. La première. Et dès là, le fœtus, puis le bébé, il va enregistrer tout ça, hein, évidemment. Et donc, une fois qu'il va être né, c'est pareil, il va, lui, pareil, on dit souvent, hein, les bébés, c'est des éponges à émotions. C'est vrai. Ah oui, ils n'ont pas encore les mots, les bébés. Alors, ils ont autre chose, hein. Ils sentent. Ils sentent l'ambiance, ils sentent l'amour, mais ils sentent aussi la peur, ils sentent l'angoisse, ils sentent tout ça. Je ne sais pas si vous avez entendu, c'est un tout petit peu à côté, mais ces bébés qui, pendant la guerre, ne pleuraient pas, pour pas qu'on les découvre, hein, quand les familles étaient cachées dans les caves ou autre chose, eh ben, les bébés arrivaient à ne pas pleurer, alors qu'ils avaient quelques semaines des fois, hein, mais voilà, mais ils avaient bien compris que ça dépendait, leur survie en dépendait. Eh bien, en violence conjugale, souvent, certains bébés vont se faire complètement oublier. On ne les entend pas. Ils pleurent pas, ils pleurent jamais, parce qu'ils ont bien compris que quand ils se mettaient à pleurer, du coup, ça monopolise en général la mère, et que ça agace le père, et que du coup, ça crie après, et que ça va pas. Parce que, ouais, fais taire ce gosse, c'est pas supportable. Je supporte pas quand il pleure, etc. Donc, c'est de la faute de la mère si l'enfant pleure. Donc, c'est la mère qui se fait malmener quand l'enfant pleure. Et l'enfant, il capte vite, hein. Donc, on ne les entend plus. Alors que, voilà, un enfant, c'est normal qu'il pleure. On ne travaille jamais avec les auteurs. Ça, c'est les services de médiation qui font ça. Et quand il y a de la violence, c'est absolument à proscrire. Ça, c'est bien avant qu'il y ait de la violence. Quand on sent qu'il y a des tensions, quand on sent qu'on n'arrive pas à se parler, quand on sent que, voilà,
il y a des choses à régler dans la famille, ça c'est très bien la médiation familiale. En violence conjugale, la médiation, ça renforce chacun dans sa position. Donc c'est-à-dire que en général, les agresseurs, c'est des gens qui sont quand même un peu manipulateurs et donc ils vont manipuler aussi pendant la médiation. Et à la fin de la médiation, ils vont ressortir encore plus forts et la victime, elle va ressortir encore plus affaiblie. Donc c'est vraiment, franchement, à proscrire complètement en violence conjugale, la médiation. Avant, on travaillait un peu avec les enfants, mais là, on a trop de demandes de femmes. Et nous, l'objet de l'association, c'est de travailler avec les femmes. Donc, alors on en reçoit très ponctuellement des enfants en attendant qu'ils aient des prises en charge spécialisées ailleurs, ça peut arriver, ou juste pour poser une parole et leur dire, ben là, non, voilà, je sais pas, moi, il y a eu un jugement, par exemple, voilà, et ton père, il va vivre ça, mais parce que ce qu'il a fait, c'est interdit, il n'a pas le droit de faire ça. La loi ne l'autorise pas. C'est ton père, tu as le droit de l'aimer, mais, et peut-être que lui t'aime, mais c'est interdit, donc il va être puni pour ça. Pour les femmes, c'est pas forcément facile parce que certaines vont dire des fois n'importe quoi, là pour le coup à leur gamin. Certaines vont dire moi de toute façon pour moi il n'existe plus, pour moi il est mort. Et ça c'est très dur pour un enfant. On ne peut pas dire ça à un enfant, même si effectivement on a vécu les pires trucs. On n'a pas le droit de dire à un enfant ton père il est mort, alors que c'est pas vrai. Ou elles vont minimiser complètement vis-à-vis de l'enfant pour pas dégrader l'image du père. Et là, l'enfant, il comprend rien. Parce que si on minimise tout, bah, pourquoi c'est si grave finalement? Puisque il ne s'est pas passé grand-chose, machin, etc. Bah, il va aller en prison et il ne s'est rien passé. Donc il comprend rien si on minimise. Donc il faut dire les choses aux enfants, mais sans jugement moral. On ne fait pas de la morale. Jamais. Ça, jamais, jamais, jamais on est dans la morale. Le bien, le mal, c'est pas notre histoire. Nous, c'est la loi. La violence conjugale, c'est pas un fait isolé. Et la justice, souvent, elle juge des faits isolés. C'est-à-dire qu'elle va juger ce qui s'est passé le 4 juillet à 15 heures. Voilà. Mais ce qui s'est passé le 2 juin et ce qui s'est passé le 30 mai et ce qui s'est passé, tout ça, elle ne va pas forcément le prendre en compte. Par contre, c'est vrai que si on arrive en récidive, si le mec il revient, et la question de la justice, c'est que la récidive, il faut que ce soit avec la même personne. C'est-à-dire que si c'est avec une autre femme, c'est pas considéré comme de la récidive. Alors que si c'est la même femme, voilà, le gars il est condamné, nanana, nanana, elle reste avec lui, il revient, mettons, 3 ans après, devant le tribunal, là, ça va être vraiment considéré comme de la récidive. Et là, par contre, il va être plus lourdement condamné. Mais voilà. Alors aujourd'hui, il y a quand même il y a quelques outils. Il y a les téléphones grave danger qui se sont bien développés. Les femmes sont équipées avec ces téléphones qui peuvent effectivement, qu'elles peuvent utiliser. Évidemment, la police et la gendarmerie sont informées de qui est équipé de téléphone, etc. Enfin bon, voilà. Et donc, ils sont très réactifs. Quand ça se déclenche, là, ça ne traîne pas. Hein. En général, ils ne traînent pas, de toute façon, quand on les appelle. Mais je veux dire, voilà, là, ils savent qu'il faut y aller et que, voilà. Pour déposer plainte, il faut avoir un certain nombre d'éléments de preuve. La justice ne condamne pas sans preuve, ce qui est quand même bien aussi. On va les aider à savoir ce que c'est un élément de preuve. Qu'est-ce qui fait preuve? Par exemple, 50 textos par jour contradictoires. Ma chérie, je t'aime, je ne peux pas vivre sans toi, mais tu me fais chier, t'es qu'une grosse salope. Mais qu'est-ce que tu fous, avec qui tu es? Si tu rentres pas à la maison tout de suite, je vais te tuer. Ça, c'est un élément de preuve, par exemple. Les mails, bien sûr, les courriers, mais ça se fait beaucoup moins. Mais ça peut être aussi des témoins, c'est-à-dire les témoins du voisinage qui peut entendre régulièrement des noms d'oiseaux, des dénigrements, etc. Donc ça c'est aussi des éléments de preuve. Ça peut être des collègues de travail aussi, qui peuvent dire ah bah, de toute façon, oui, il appelle 50 fois par jour, il veut toujours savoir ce qu'elle fait, etc., etc. Certaines, même s'il y a beaucoup de preuves, elles ne voudront jamais déposer plainte, parce qu'elles ont tellement peur des représailles. Elles disent si je dépose plainte contre lui, là, c'est sûr, il va me tuer. Nous, ce qu'on leur dit, c'est d'abord, mettez-vous en sécurité. D'abord. Puis après, allez déposer plainte. Parce que si vous allez déposer plainte,
Lui, il va être entendu, après, c'est normal. On va le convoquer, il va être auditionné. S'il rentre à la maison et que vous êtes là, ça ne va pas forcément bien se passer, quoi. Hein? Donc, mettez-vous d'abord en sécurité, puis après, vous allez déposer plainte. Peut-être si vous avez entendu quelques interviews aussi, je fais souvent ce parallèle-là avec la prévention routière. C'est-à-dire qu'il y a 25 ans, il y avait beaucoup moins de voitures sur les routes et il y avait 25 000 morts par an en France. 20 ans après, on est à 4 000 morts, etc. Bon, c'est toujours trop, hein, évidemment, mais enfin, on a divisé par 4 ou 5 le nombre de morts sur la route en même temps qu'on a augmenté le nombre de voitures sur la route. Donc, on a divisé encore plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on a réussi à avoir ça? Ils sont allés dans tous les secteurs. C'est-à-dire qu'on a dit aux constructeurs automobiles, il faut faire des voitures plus sécurisées, avec les ceintures de sécurité, avec les airbags, avec, voilà, etc. Donc faire des voitures plus solides, enfin plus costauds, qui protègent mieux. On a, sur les routes, on a mis des barrières de sécurité, on a fait des routes plus propres, donc au niveau des infrastructures routières, on a amélioré les infrastructures routières. Au niveau de la formation des conducteurs, on a dit maintenant, voilà, il faut qu'il y ait un minimum de 20 heures de conduite pour les futurs machins, etc. On a fait de la répression, on a mis des gendarmes sur les routes, hein, machin, etc. On arrête l'alcool, on arrête la vitesse, on arrête, tout ça. On a fait de la répression. On a été dans tous les secteurs pour finalement arriver à faire baisser la mortalité sur la route. Il faut faire pareil, c'est-à-dire que il faut faire de la prévention avec les enfants, il faut faire de la formation avec tous les professionnels, que ce soit des policiers, des gendarmes, des médecins, les juges, etc. Il faut les former à la thématique des violences conjugales, ils ne savent pas ce que c'est, ils ne savent pas comment ça marche. Il faut donner les moyens à la police, à la justice, il faut donner des moyens aux associations, il faut aller faire de la prévention auprès des enfants, auprès des étudiants, auprès des élèves. Il faut aller partout, il faut faire pareil, c'est-à-dire qu'il faut inonder dans tous les sens. Et donc au niveau de l'éducation aussi. Et ça commence là, mais ça devrait commencer dès l'école maternelle. L'égalité, ça commence là, le respect, ça commence là. Et donc, c'est ça qu'il faudrait faire. Si on veut un jour que les choses changent, il faut faire comprendre aux enfants c'est quoi l'empathie, c'est quoi le respect, c'est quoi les limites, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec un autre être humain, etc., etc. Comment on éduque différemment nos petits garçons et nos petites filles. Et ça, c'est aussi très important. On sait éduquer les filles pour qu'elles respectent les lois. On sait le faire. Pourquoi on ne sait pas éduquer les garçons pour qu'ils respectent les lois? Lucille Pétavin a écrit un bouquin remarquable qui s'appelle « Le coût de la virilité », C-O-U-T, le coût de la virilité. Elle a évalué pour la société le coût financier de cette virilité toxique. Elle a fait une étude très précise, c'est la question de la prison, l'incarcération. On a à peu près 70 000 détenus en France. À votre avis, c'est quoi le pourcentage de femmes détenues dans les prisons françaises? C'est 2-3% les femmes, et donc c'est 97% les hommes. C'est quoi cette société qui fabrique de la délinquance masculine, très majoritairement? Donc, ça coûte énormément à la société, parce qu'une place de prison, une journée de prison, les gardiens, la justice, les juges, les magistrats, les policiers, etc. Tout ça, ça coûte très 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 cher. Et ça veut dire qu'on ne sait pas élever les garçons à respecter la loi. Les garçons, ceux-là, évidemment que la plupart des hommes respectent la loi et c'est tant mieux. Sinon, on serait dans une société, on ne pourrait pas vivre. L'immense majorité des hommes respectent la loi. Tant mieux, voilà. Hein? Mais en tout cas, ceux qui ne respectent pas la loi sont des hommes. Et ça, c'est pas possible. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment un problème d'éducation et de référence. Voilà, il n'y a rien à faire. Quand on aura réglé ce problème-là, mais c'est juste une évidence, il y aura 10 fois moins de violence, 100 fois moins de violence. Globalement,
les femmes arrivent à vivre en société. Bon, il y a quand même quelque chose un peu incompréhensible que les hommes n'y arrivent pas, ou moins bien en tout cas. Si on arrivait à éduquer les petits garçons comme on éduque les petites filles, ce serait parfait. Les petits garçons, il faudrait leur apprendre ça aussi, leur apprendre à se taire, à faire moins de bruit de temps en temps, à pas prendre toute la place, à pas non mais c'est normal, il faut qu'il se dépense, c'est un garçon. Ah ouais, une fille a besoin de se dépenser, tout pareil, hein, voilà. Mais quand c'est une fille, on dit oh bah non mais quand même t'exagères, voilà ça se fait pas ou je sais pas quoi, ou tu vas salir ta robe, des conneries. Et effectivement on apprend aux filles d'être beaucoup plus tranquilles, on leur apprend la patience aussi. Une étude américaine avec des bébés. Ils faisaient une étude sur tout à fait autre chose, mais ils se sont rendus compte de ça en faisant de l'étude. C'est-à-dire que le bébé pleurait et donc la mère allait pour allaiter ou donner le biberon selon. Et ils se sont rendus compte en fait, alors ils ont fait ça à des échelles, les Américains font toujours des trucs sur des échelles pas possibles, donc voilà, que les mamans qui avaient des petits garçons faisaient attendre beaucoup moins longtemps les bébés que quand c'était des petites filles. Alors que les pleurs d'un bébé qui a faim, c'est toujours le même, hein, enfin, un peu de choses près. Et donc, eh ben, voilà, déjà là, donc à quelques jours, on fait moins attendre le petit garçon que la petite fille, elle peut attendre, pas de problème. Elle va apprendre la patience. On lui apprend la patience. On lui apprend ça. Et c'est complètement inconscient. Évidemment, les mères, quand des petites filles, elles vont pas se dire, oh, bah, elle a le temps. Et jamais de la vie. C'est complètement inconscient. C'est intégré depuis tellement longtemps qu'on en arrive même à avoir des comportements comme ça. Donc c'est tellement puissant, ça va jusque-là. Parce que voilà, encore une fois, les mères, elles ne le font absolument pas consciemment. Hein. Voilà, et d'autres études sur les pleurs du nourrisson. Je ne sais plus pourquoi on avait fait ce travail-là, mais en tout cas, c'était génial, et je m'en souviens très bien. C'était des enregistrements vocaux, donc il n'y avait pas d'image, on ne voyait pas. On entendait juste les pleurs d'un bébé, et on disait au panel de personnes qui étaient testées, là, voilà, donc c'est un petit garçon qui pleure. D'après vous, pourquoi il pleure, ce petit garçon ? Et là, il y avait plein de propositions qui étaient faites. Donc, il était en colère, ou il avait encore faim, ou il voulait je ne sais pas quoi, enfin bon, voilà. Et bon, voilà, un autre panel où on disait exactement... Et alors, c'était le même bébé qui pleurait à chaque fois, évidemment. Hein, on s'en fout que ce soit un garçon ou une fille, un grain d'intérieur. Et là, on disait, c'est une petite fille qui pleure. Et qu'est-ce qu'elle a ? Ah, mais elle est triste, sa maman l'a laissée... Et déjà, on projette sur l'enfant que quand il pleure, quand c'est une petite fille, c'est parce qu'elle est triste, c'est parce qu'elle a, etc. Donc on lui projette ça sur elle. Et elle le reçoit comme ça. Elle sait, elle intègre tout ça. Et le petit garçon, on projette sur lui que c'est parce que il veut plus attendre, il veut se lever, il veut être ceci, il veut être dans les bras, il veut, voilà, il veut autre chose, le petit garçon. On est bombardé de tout ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Par le milieu familial, par l'école, par la publicité, par les films, par tout notre environnement. On est bombardé sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Du coup, à la fin, eh ben, on fabrique des filles qui sont à peu près des filles et on fabrique des garçons qui sont des garçons. Mais qu'est-ce qu'on appelle effectivement une fille? Qu'est-ce que c'est une fille qui est bien construite et qu'est-ce que c'est un garçon qui est bien construit? Et ça... enfin, moi, je n'ai pas de réponse là-dessus, évidemment, hein, mais je pense que la société aurait besoin d'aller s'interroger sur toutes ces questions-là. Et là, ça dépasse bien sûr le cadre des violences, mais c'est l'ambiance de la société. À qui ça profite? C'est pas compliqué. Oui, Mais alors, après, je pense qu'il y a aussi des croyances, il y a tout un tas de choses qu'il faudrait déconstruire dans la société. C'est-à-dire, quand on voit, par exemple, la Manif pour tous, hein, quand il y a eu le projet de légalisation du mariage homosexuel, ça a fait des remous, mais des trucs complètement délirants. On a entendu tout et n'importe quoi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Najat Vallaud-Belkacem, à ce moment-là, ministre de l'Éducation, avait voulu mettre en place les ABC de l'égalité à l'école, justement, ça avait fait un
tollé, mais il y a eu des manifestations dans la rue, les gens ne voulaient pas parce que ça s'est transformé très vite. On va apprendre aux petits garçons, on va apprendre la sexualité aux enfants, il n'y aura plus ni garçon ni fille, ça va être... mais non, c'est pas ça, l'égalité, c'est pas ça. Enfin, voilà, donc ça génère des espèces de peurs. Je ne sais pas d'où ça vient, ça. Là, pour le coup, j'ai aucune idée d'où ça vient. C'est complètement archaïque et tellement... je ne sais pas d'où ça vient, vraiment. Mais c'est terrible, parce que je me dis, voilà, il y avait une très bonne idée, il y a 10 ans, 15 ans, d'essayer de commencer à mettre à l'école un petit peu justement, de travail autour de l'égalité, de l'empathie, des émotions. On ne parle jamais des émotions avec les enfants. Enfin, en tout cas à l'école. Hein. C'est quelque chose qu'il faut absolument aborder avec eux. Ça fait partie de la vie, mais on réfrène les émotions, notamment chez les garçons, voilà, qui ne pleurent pas, qui doivent être forts, qui doivent régler leurs problèmes tout seuls. C'est les injonctions qu'on fait aux garçons. Si on t'embête, tu règles le problème, tu ne te laisses pas faire. Une petite fille, si on t'embête, tu vas voir la maîtresse, tu te fais aider. Elle l'intègre, hein, parce que bon, les enfants, ils apprennent, hein. On leur dit des trucs, ça rentre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les petites filles, elles grandissent, elles deviennent des femmes, elles ont un problème, elles vont avoir beaucoup plus de facilité d'aller voir quelqu'un pour les aider qu'un garçon. Un garçon, il va falloir qu'il se démerde tout seul. Bon, 9 fois sur 10, il va se démerder comme une patate. Parce que tout seul, c'est pas facile. C'est pas plus facile pour une fille que pour un garçon, sauf qu'une fille, elle va aller chercher de l'aide. Parce qu'on lui aura dit comme ça. Elle va demander des conseils, elle va aller voir une psy, elle va, je sais pas quoi, elle va se débrouiller. Elle va aller voir sa mère, enfin, suivant le contexte, mais elle va chercher de l'aide. Des conseils, elle va, voilà, essayer de comprendre ce qui se passe. Un gars, il va se démerder tout seul, il ne demande pas d'aide. Parce qu'on lui a dit toujours, il faut que tu te débrouilles, t'es un grand. C'est pas plus enviable, hein, les injonctions qui sont faites aux garçons ou les injonctions qui sont faites aux filles. Hein. Moi, je dis pas, je sais pas quoi. Enfin, encore une fois, c'est pas bien ou mal, c'est comme ça. Et y a certaines injonctions qui sont faites aux garçons qui sont pas enviables du tout. Enfin, je veux dire, voilà, d'être toujours un super-héros, d'être toujours, enfin voilà, d'être infaillible, de je sais pas quoi. Enfin, c'est des conneries. Je veux dire, tout le monde est faillible, tout le monde. Et voilà, un homme comme une femme, ça n'a pas de sens. J'aimerais bien savoir hein, pourquoi. Je sais pas, j'en sais rien, je comprends pas. Ça dépasse. Je ne sais pas pourquoi ça reste comme ça. Hein. Certains pays ont réussi à faire des changements importants de ce côté-là, en Suède, en Norvège. Ils ont une autre approche, beaucoup plus égalitaire avec les enfants et beaucoup moins violente aussi. Parce qu'on est aussi en France, il y a quand même une certaine culture de la violence avec les enfants qui ahurit certains autres pays. Je veux dire, voilà, ici, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais quand même, on voit encore, je veux dire, voilà, des enfants qui prennent des claques dans la rue, personne ne réagit. Vous faites ça au pas grand monde, hein. Bon, voilà, en Angleterre ou en Suède, c'est pas possible. C'est même pas pensable. Personne va mettre une claque à un enfant dans la rue. Ça n'existe pas. Et ils sont comme ça quand ils voient comment... il y a un film là, qui s'appelle Imbattable. Si vous avez l'occasion de voir ce film-là sur l'éducation des enfants, justement. Et c'est par rapport à la Suède. Et c'est des petits-enfants suédois qui sont interrogés. Et on leur parle de l'éducation des petits Français. Mais tout le monde ouvre des yeux comme ça. Et les enfants, ils ne comprennent pas, quoi. Hein, qu'on puisse punir un enfant parce que un tout petit, parce qu'il aura fait je ne sais pas quoi. C'est vrai que c'est incompréhensible pour certains enfants. Et il y a même un moment, il y a une séquence qui est très, très significative et émouvante. Il y a 3 enfants et le journaliste ou la personne qui les interroge leur dit « Mais qu'est-ce que tu ferais si ta maman... ou qu'est-ce que ça te ferait si ta maman te donnait une claque ?»
Et une des petites filles qui dit « C'est quoi une claque ?» Elle connaît même pas le mot. Elle sait pas ce que c'est. Et là, je me dis « Ah ben oui, on a encore du chemin. On a encore du chemin. Avant que nos enfants ici disent « Je sais pas ce que c'est. C'est quoi une claque ?» Et puis, on voit qu'à l'école, ils font indifféremment des activités, entre guillemets, comme si le bricolage, c'était une activité de garçon. Mais là, voilà, les petites filles plantent aussi bien les clous que les garçons. Les petits garçons ont aussi bien des voitures avec des poupées dedans, les pousser, des landaux, pas des voitures. Enfin, bon, voilà, ils font exactement les mêmes activités. Exactement ce qui se passe à l'école maternelle chez nous, hein. Je veux dire, ils font tous, c'est très très mélangé. Dès qu'ils ont une conscience justement de qui ils sont, là ça change. Mais avant, un petit garçon, il aime autant jouer avec une cuisinière, à faire semblant de faire de la cuisine, etc., à venir servir des cafés et tout ça, et qu'on fait semblant de boire et tout. Il s'éclate tout pareil qu'une petite fille. Et si on lui met un poupon, il va s'éclater tout pareil. Mais on ne lui met pas. Les 3/4 du temps, on ne lui met pas. Un petit peu maintenant, il y a certaines familles, ça commence, c'est pareil. On avance un tout petit peu sur les jouets d'enfants, mais il y a encore tellement de stéréotypes là. Tous les aspirateurs roses dans les magasins de jouets, là, enfin, ça faut arrêter avec ces conneries, quoi. Et ça, il n'y a pas d'aspirateur bleu, hein. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Voilà. Hein. Ah, mais ouais. Ah, mais il y a du boulot pour tout le monde, hein. Et c'est aussi, je pense, beaucoup, la responsabilité porte aussi beaucoup sur les femmes. Parce que c'est les femmes qui font changer les choses dans une société. Et c'est malheureusement, le plus souvent, les femmes qui éduquent les enfants. Le plus, pas complètement, mais le plus, c'est les femmes. Et donc, c'est les femmes qui transmettent les stéréotypes de genre. Le plus. Donc c'est aussi avec les femmes qu'il faut détricoter tout ça. Ben non, un petit garçon, il n'a pas plus de besoin de s'exprimer qu'une petite fille. C'est pas vrai. S'il revient sale, eh ben c'est pas moins grave que si c'est une petite fille qui revient sale. C'est pas moins grave. C'est pareil. Et ça, on n'y est pas. Hein. On n'y est pas. Terminer avec quelque chose qui vous donne l'espoir. Ce que je vous disais hier, là, les témoignages des femmes qui s'en sortent, et il y en a plein, qui viennent après nous revoir ou qui nous envoient des lettres. Alors là, pour le coup, c'est souvent des lettres qui nous arrivent, manuscrites, et qui, effectivement, sont très émouvantes parce que elles retracent l'histoire des fois de plus de 15 ans en arrière, 15 ans, 20 ans, où elles sont venues à Solidarité Femmes, où elles ont été aidées, où on les a accompagnées et où elles s'en souviennent même 15 ans ou 20 ans après. Et ça, c'est assez incroyable. Et elles veulent nous en témoigner quelque chose puisqu'elles nous envoient des courriers. Et ça, c'est vraiment très fort. Voilà. Donc, on en reçoit pas très souvent, mais de temps en temps, des lettres comme ça. Ça nous donne des exemples pour les femmes qui arrivent après, c'est-à-dire que celles qui ont réussi font la trace pour celles qui arrivent. Et quand une femme arrive et qui nous dit « mais vous n'allez pas me croire, et puis je vais jamais y arriver, et c'est pas possible, je vais pas m'en sortir », on va pouvoir lui raconter l'histoire vraie de toutes ces femmes qui sont passées là avant elle, sont arrivées dans la même semblant d'impuissance et qui finalement ont trouvé les forces en elles qui ont fait que, oui, elles ont pu s'en sortir et de façon en général tout à fait intéressante. Donc voilà, et ces histoires, nous, on s'appuie dessus pour dire si, il y en a là, moi je peux vous raconter cette histoire-là. Et voilà, et la dame, quand elle est arrivée, elle en était au même point que vous aujourd'hui. Voilà, donc tout ça, ça montre la voie, quoi. Donc ça, pour nous, c'est hyper précieux. Quand elles arrivent, la première chose qu'on leur dit, c'est on vous croit, on ne vous juge pas. Vous avez de la force en vous, on va vous aider à la trouver ou à la retrouver. Et avec cette force, vous allez vous en sortir.
Voilà.